On avait vu le début donc de ce qui se passait dans un métal. Donc je vous rappelle simplement qu'on va partir de l'équation de Boltzmann. Donc je vous la rappelle tout bêtement. Donc l'équation de Boltzmann, donc je vous la remets pour qu'on s'en souvienne. C'est simplement df sur dt plus l'intégrale ici sur la vitesse, donc le gradient par rapport à r, plus ici le terme sur la force, avec un h bar, gradient de k sur f est égal à df sur dt collision. Et on va prendre pour f0, on va prendre simplement l'exponentielle de un truc qui m'embête, de bêta facteur de epsilon k moins mu plus 1 moins 1. Ok. Bien, donc en fait, maintenant on va regarder, donc c'est mon petit b, les différents mécanismes de collision. Donc, on va regarder dans un métal essentiellement ce qu'on peut avoir comme collision. Mais le A, je sais pas parce qu'il remonte à la dernière fois. Ouais, casse d'électrons dans un métal. Il remonte à la dernière fois. Alors, évidemment, il y a deux types de collisions qui sont importantes. Vous avez d'une part les collisions. Alors, toutes les collisions vont changer K. Donc, le vecteur d'onde, il va changer. Mais vous avez d'une part les collisions qui vont être élastiques et puis les collisions qui vont être inélastiques. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que les collisions qui vont être élastiques, elles contribuent quand même à la résistance. Parce que si vous avez des vecteurs, quand vous changez le vecteur d'onde, la quantité de mouvement vers l'avant est changée. D'accord ? Donc une collision élastique, elle contribue quand même à la résistance, puisqu'elle redistribue la quantité de mouvement. Okay ? Alors ça, c'est deux types de collisions qu'on va voir tout à l'heure. Alors, et la deuxième chose qu'il faut voir, c'est que vous avez quand même le théorème de Bloch, donc que vous avez vu il y a 2 ans ou il y a 1 an, je ne sais pas. Donc le théorème de Bloch, lui, il vous dit quoi? Il vous dit que dans un cristal parfait, et puis à t égale 0, bien, les ondes planes ou un électron, si vous voulez, ne subit aucune collision. Autrement dit, vous savez ça, les ondes planes sont des états propres du réseau cristallin, enfin de l'hamiltonien qui décrit le réseau propre cristallin. Autrement dit, on s'attend qu'à t égale 0, finalement, un métal n'a aucune résistance. Okay. Donc, normalement, pour qu'on ait une résistance, donc pour avoir une résistance, eh bien, il faut qu'on ait des défauts statiques ou des phonons. Alors, ce que ça veut dire, ça, c'est que c'est quelque chose que vous connaissez bien, finalement. Ça veut dire qu'à température nulle, ce qui vous donne la résistance qu'on appelle la résistivité résiduelle, c'est uniquement les défauts statiques. Quand vous n'avez plus de phonons, c'est les défauts statiques. Donc, ce qui vous donne la pureté d'un cristal, bon, si on accepte des phénomènes du type magnétique, d'effet Kondo, etc., qu'on verra plus tard, ce qui vous donne la résistance à température nulle ou à très basse température, c'est essentiellement les impuretés qui traînent dans votre métal. Ok ?
Alors, qu'est-ce qui peut... les principaux défauts dans un système cristallin, donc on va voir ce que c'est. Donc, les principaux défauts, excusez-moi, les principaux centres diffuseurs, alors, c'est pas toujours facile de les connaître. Ça peut être par exemple les donneurs et les accepteurs dans un SMICO. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu embêtant sur lequel les gens se sont beaucoup penchés, parce que vous savez que les accepteurs et les donneurs dans un SMICON, c'est pas, comme son nom l'indique, c'est ce qui vous donne les électrons. Donc si vous n'avez pas de donneurs et pas d'accepteurs, vous n'avez pas d'électrons. Le problème, c'est que si vous rajoutez des donneurs et des accepteurs, vous avez plus de diffusion. Donc le problème, il se mord un peu la queue. Donc si vous vous intéressez au problème, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de faire ce qu'on appelle les hétérostructures. Vous avez une façon de séparer spatialement les dopants et les électrons. Donc vous mettez les dopants d'un côté et vous faites tomber les électrons dans un puits qui n'est pas au même endroit. Donc, par exemple, ça c'est connu pour faire ce qu'on appelle, c'est surtout fait avec les 3,5, les hétérostructures d'acénium de gallium, qui vous donnent par exemple les transistors hyperfréquences ou des choses comme ça. Et c'est à peu près la seule façon d'obtenir des mobilités extrêmement importantes, parce que sinon vous avez toujours ce problème de défaut, de diffusion sur les défauts, parce qu'il faut bien qu'il y ait des dopants à un moment. Okay. Alors par contre, vous avez aussi la diffusion sur les joints de grains. Alors ça, c'est vrai dans les métaux, dans tout ce que vous voulez, sur les dislocations, etc. Enfin, tout ce que vous avez, tout ce qui peut se trouver dans un matériau que vous faites croître. Donc ça, c'est quand même un truc qui a animé les gens pendant pas mal de temps, parce que ça continue à le faire d'ailleurs, parce que c'est tous les problèmes qui apparaissent dans la croissance des matériaux. D'accord ? Donc comment faire un système qui n'a pas de défaut quand vous le faites croître ? Donc il y a toute une littérature, pour ceux qui ont pris l'option SMICON par exemple, sur comment faire croître des matériaux sans joint de grain, sans dislocation. Donc les gens ont développé des techniques d'épitaxie par jet moléculaire. Enfin bon, il y a toute une zoologie là-dessus sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais c'est quand même toujours un petit peu difficile. Donc si vous calculez le nombre de défauts, par exemple, ça c'est un truc que vous faites à partir de la résistance résiduelle dans un métal, vous apercevrez qu'il y a énormément de défauts dans un métal. Et si vous regardez au microscope, ça se fait par exemple en transmission, la structure d'un métal, même que vous pensez extra pur, en fait c'est des domaines. Et les domaines font quelques nanomètres. C'est très dur d'avoir vraiment quelque chose qui soit plat à l'échelle de plus que quelques nanomètres. Sauf les gens qui font de l'épitaxie très propre ou des choses comme ça. Ouais. Ouais, SMICON. D'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de S, vous avez raison. Dans un SMICON. Alors, là, il y a la diffusion par les Alors, vous avez la diffusion par les vibrations du réseau, donc ça, vous les connaissez. Donc, les vibrations du réseau, vous savez ce que c'est, hein, c'est les phonons. Donc, ça, c'est l'oscillation des atomes. Donc, ça, on va le regarder plus en détail. Donc les oscillations des atomes autour de leur position d'équilibre. Alors, ça évidemment, l'amplitude, pas que l'amplitude d'ailleurs, enfin entre autres l'amplitude dépend de T, ça évidemment vous vous en doutez. Et ça vous donne de façon évidente que la résistance, que la résistivité dépend de T. Donc ça, c'est ce qu'on va avoir tout de suite. Et ça, c'est la chose qui est la plus importante, c'est que finalement, vous avez une résistance qui dépend de T dans les matériaux. Et cette résistance, elle vient des phonons, essentiellement.
Donc c'est ce qu'on va voir, donc du haute température jusqu'au résiduel, la résistance dépend de T à cause des phonons. Alors il y a une dernière chose, alors qui est un peu compliquée là à comprendre, c'est la diffusion électron-électron. Alors celle-ci, en fait, c'est une interaction de Coulomb écran T. Alors, en fait, elle est écrantée. Pourquoi? Parce que simplement, vous avez une densité d'électrons extrêmement forte. Et donc, l'écrantage se fait par les autres électrons. Alors ça, c'est plus ou moins vrai. Par exemple, typiquement, quand on est dans les semi-conducteurs, ça peut devenir relativement faux parce que vous êtes sur des densités d'électrons qui sont beaucoup plus faibles. Hein, parce que je vous rappelle que dans un métal, vous êtes autour de 10 puissance 23 électrons par centimètre cube. Dans les semi-conducteurs, vous allez descendre autour de... c'est très variable, mais autour de 10-18 typiquement. Donc vous êtes quand même 4-5 ordres de grandeur plus bas. Et l'écrantage peut être plus faible. Et donc l'approximation de dire qu'on est très écranté peut devenir fausse. Là, on est dans un métal, on va être dans les limites d'interaction de Coulomb très écrantées. Mais ce qu'il y a, c'est que cette interaction-là, on l'a déjà prise en compte parce qu'en fait, elle amène à la création des quasi-particules. Donc, les quasi-particules, elles intègrent, si vous voulez, l'interaction coulombienne. L'interaction coulombienne mène à la création des quasi-particules. Donc les quasi-particules, une fois qu'elles ont été créées, ces quasi-particules n'interagissent plus entre elles. D'accord? Parce que l'interaction a déjà été prise en compte pour créer ces quasi-particules. Par contre, ce qu'on va mesurer, c'est le temps de vie des quasi-particules. Pardon? Non, le temps de vie que vous voyez, c'est en fait le temps de vie qu'on voit, c'est le temps de vie de la quasi-particule qu'on crée avec tout l'environnement extérieur qu'il va y avoir. L'environnement qu'il va y avoir, c'est essentiellement tout l'environnement électromagnétique qui va être créé par les autres électrons, les autres quasi-particules. Comment on relie ça à l'interaction? Alors, ce temps de vie, ça on l'a vu tout à l'heure. Bon, au début, on ne l'a pas calculé, hein, parce que c'est un peu un calcul assez compliqué. On sait que c'est un temps de vie qui varie comme T au carré, ou E au carré. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Alors en fait, l'idée de pourquoi ça mène à la résistance, ça c'est assez facile à comprendre. C'est parce qu'en fait, le niveau de vie de la quasi-particule, alors plus vous vous rapprochez de l'énergie de Fermi, plus il est grand, ça on l'a vu, hein, c'est 1 sur E carré. Alors ce temps de vie essentiellement, c'est-à-dire que vous créez une particule à un niveau d'énergie T, et en fait au bout d'un temps qui est proportionnel à T carré, l'énergie de la quasi-particule va plus être cohérente, et en fait son temps de vie va cesser, donc elle va descendre en énergie. D'accord ? Elle va se désintégrer en électrons, d'accord, au bout d'un temps T. Et vous voyez bien que ce processus-là, en fait, il va dissiper l'énergie, si vous voulez. Elle va libérer de l'énergie sur un temps T, et en fait, ce processus-là donne lieu à de la résistance. Alors ce truc-là, c'est quelque chose qui est vrai à très basse température. C'est très dur à voir, ça. Alors on le voit de temps en temps, parce qu'il faut être dans un régime vraiment en dessous de la température des phonons. Parce qu'en fait, dès que vous êtes un tout petit peu trop chaud, vous êtes dominé vraiment par la composante phonon. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui vous donne la résistance, c'est tout de suite les phonons. Ouais. Vous pouvez expliquer cette histoire de désintégration des quasi-particules? Parce que votre quasi-particule, elle a un temps de vie qui est fini. Oui. D'accord? Donc vous posez une particule sur un niveau d'énergie E. Ce niveau d'énergie, il a un temps fini. Donc en fait, au bout de ce temps-là, en fait, la quasi-particule, elle va se désintégrer, elle va se recombiner en électrons-trous. Si les électrons-trous vont se recombiner. D'accord? Et ça fait une perte d'énergie, si vous voulez. En fait, vous perdez l'énergie d'interaction électron-trou. L'énergie potentielle électron-trou, vous le perdez. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui donne de la résistance, si vous voulez. Pardon? Est-ce que c'est directement l'inégalité d'Heisenberg qui nous donne ça? Ou alors est-ce qu'on peut interpréter ça comme une vibration du réseau Alors, c'est pas vraiment une vibration du réseau. Alors, si vous voulez le calculer microscopiquement, c'est dire que simplement, votre particule, votre quasi-particule, elle est dans un environnement électromagnétique fluctuant qui est créé par toutes les autres particules. D'accord? Vous pouvez le voir, alors ça, il y a des modèles qui ont été faits pour ça, vous pouvez voir ça comme
imaginez que votre métal soit une résistance qui génère un bruit Johnson, parce que le bruit Johnson, c'est ça essentiellement, c'est le bruit que vous avez, c'est le bruit thermique créé par les électrons. Et ce champ électromagnétique fluctuant va faire décohérer les quasi-particules. D'accord ? Plus vous êtes chaud, plus vous avez un bruit Johnson important. Donc le couplage de votre quasi-particule avec un champ électromagnétique fluctuant fait qu'au bout d'un moment, votre quasi-particule va être brisée, va se recombiner en électrons avec le trou. D'accord ? Et c'est ça qui donne un temps de vie fini à la quasi-particule. Si vous faites à t égale 0, vous n'avez plus de fluctuation du champ électromagnétique. Donc votre quasi-particule a un temps de vie infini. Mais dès que vous êtes à une température finie, le champ électromagnétique qui est vu par la quasi-particule devient non nul. Et ce couplage entre le champ électromagnétique et votre quasi-particule lui donne un temps de vie fini. Au bout d'un moment, cet état de quasi-particule va se recombiner entre l'électron et le trou. Donc elle a un temps de vie fini. C'est l'énergie thermique, si vous voulez, aux quasi-particules qui donne un temps de vie fini. Du coup, vous faites un paradigme quand vous interprétez le bruit thermique comme plein de modes de vibration du réseau. Non, ce n'est pas des modes de vibration du réseau, c'est des modes de vibration du champ électromagnétique. Vous pouvez voir ça simplement. Une énergie thermique, ça vous fait... Vous savez ce que c'est que le bruit Johnson? Non. Le bruit Johnson, vous prenez simplement une résistance, d'accord, toute bête, une résistance que vous trouvez dans un tiroir. Le bruit que vous mesurez au bord de votre résistance, la fluctuation de tension, c'est 4 kTr. D'accord? C'est comme ça. Alors comment vous pouvez le montrer? C'est simplement les fluctuations des modes électromagnétiques que vous avez dans votre résistance, des fluctuations d'ordre thermique. Vraiment, vous mettez l'énergie dans chacun des modes électromagnétiques de votre résistance. Et ça vous donne, et ça c'est le théorème d'équipartition de l'énergie, vous mettez 1,5 kT par mode électromagnétique dans votre résistance. Ça vous donne que le bruit de tension au bord de notre résistance, c'est 4 kTr. Bon. En fait, là, vous pouvez voir exactement ça de la même façon. Ça veut dire que si vous avez des électrons dans une résistance, vous pouvez voir que les modes qui sont dedans sont peuplés et le champ électromagnétique fluctue, en fait, thermiquement. C'est la même chose que ce qui va vous donner ce 4 kTr à l'ambiance. Donc votre quasi-particule est soumise à un champ électromagnétique fluctuant, dès que vous avez chauffé. Et ce champ électromagnétique fluctuant va entraîner la décohérence de cette quasi-particule. Et donc elle va avoir un temps de vie fini. Sauf si vous êtes à t égale 0, auquel cas, exactement comme pour votre bruit Johnson, à t égale 0, 4 kTr fait 0, vous n'avez plus aucune fluctuation de la tension au bord de votre résistance. Qu'est-ce qui cause les fluctuations d'énergie magnétique? Les énergies du champ électromagnétique, c'est simplement que vous avez, quand vous avez, imaginez que vous avez une tension, une température au bord de votre résistance, si vous avez une fonction de Fermi qui est arrondie, vous pouvez très bien avoir des électrons qui passent comme ça, qui sautent d'un truc excité à un truc pas excité. Ça fait des fluctuations de tension. Si vous êtes sur un truc qui est complètement en marche, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc vous n'avez pas de tension. Dès que vous mettez une tension, vous avez des possibilités d'avoir des excitations qui passent leur temps à venir, à venir. Ça vous fait des fluctuations de tension. De la même façon, quand vous avez une quasi-particule électron-trou, il y en a qui vont se recombiner en permanence, et ça fait des fluctuations électron-trou. Ça a des fluctuations de tension. Et ça, ma quasi-particule, elle le voit. Et donc, en permanence, j'ai des recombinations de quasi-particules, etc., etc. Et c'est ça qui leur donne un temps de vie fini. Et ça fait que j'ai une résistance dans mon système qui est reliée au temps de vie. Parce que si vous regardez bien, si je remonte dans le temps, on a vu que la résistance dans un métal, c'est proportionnel au temps de vie et à l'énergie de Fermi. Alors qu'est-ce qui limite mon temps de vie? Quand tout est tué à part ça. C'est-à-dire, je dis bien tout est tué, c'est-à-dire qu'on n'est plus dominé par les phonons. Parce que dès qu'on va chauffer un peu, en fait, on est très très vite dominé par les phonons. Mais quand on n'est pas dominé par les phonons, la seule chose qui va rester, c'est le temps de vie de ma quasi-particule. C'est-à-dire qu'elle ne va pas rester indéfiniment ici. Et ce temps de vie de la quasi-particule, il est en t carré. Alors c'est très difficile à voir, encore une fois, je vous le dis, c'est vraiment difficile à voir. Alors dans des manips, moi j'avais fait des manips là-dessus, on arrive à le voir, mais vous allez le voir vers 20 milliK, 50 milliK, 100 milliK, d'accord? Et si vous avez une bonne manip. Okay, mais sinon, vous ne le voyez pas. Mais il existe. À très basse température, vous pouvez voir ce terme en t carré. Mais typiquement, dès que vous êtes au-dessus de 500 milliK, vous êtes rattrapé par les phonons. Très vite. Typiquement, dans les métaux, moi, quand je faisais ce genre de manip, on considère qu'au-dessus d'un K, vous voyez uniquement les phonons. D'accord? Et pour voir bien les électrons, il faut être en dessous de 200 milliK. Pour la composante T carré, il faut être en dessous de 200 milliK. Et avoir une manip bien faite. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose d'évident à voir, mais vous pouvez arriver à le voir. D'accord? Alors, je pourrais vous montrer des manips pour ça qu'on avait faites, où vous voyez clairement que qu'il est bien là.
Alors, donc je vous dis, c'est une contribution qui est vraiment pas évidente à voir et qui en général est assez négligeable dès que vous faites des manies qui sont à haute température, au-dessus d'un Kelvin. Alors, donc, évidemment, ce que je voulais vous dire, c'est une trivialité, c'est que dans toutes les collisions, on a conservation de l'énergie et de P, donc ça paraît évident, mais on n'a rien qui disparaît quand même. Donc tout ça, ça va bien. Et en régime stationnaire, on a que l'énergie fournie au gaz d'électrons et ensuite cédé au réseau. Alors ça paraît idiot, mais simplement on est en équilibre avec le réseau. Vous voulez dire qu'en régime stationnaire, c'est l'énergie fournie au gaz qui se consomme? Non, c'est-à-dire que si à un moment dans un processus, par exemple avec des phonons, vous fournissez de l'énergie aux électrons, les électrons vont vous rendre cette énergie dans le réseau. Vous êtes dans un régime qui n'est pas un régime d'électrons chauds. Alors encore une fois, ça paraît évident, mais c'est pareil quand vous êtes à basse température, le problème c'est que vous avez un découplage électron-phonon. Et vous arrivez à avoir des systèmes, alors ça je pourrais aussi vous montrer des manies, vous arrivez à avoir des systèmes où les électrons ne sont pas à la température du réseau. En particulier dans les gaz d'électrons, dans les gaz d'électrons bidimensionnels, vous arrivez à avoir des systèmes où les électrons sont beaucoup plus chauds que les réseaux. Beaucoup plus chaud, ça veut dire que vous pouvez avoir un réseau qui a 100 000 K et des électrons qui sont à 1 Kelvin. D'accord? Parce que l'électron se couple très mal au phonon à basse température et il va se coupler à autre chose. Donc là, on est dans le régime où on considère que tout ce qu'on fournit au gaz d'électrons va être rendu au réseau. Donc on a un couplage thermique parfait avec le réseau. D'accord? On n'a pas d'énergie qui part dans le gaz comme ça. Alors, maintenant, on attaque le vif du sujet. Donc, on va regarder la première chose qui est la plus facile. C'est l'intégrale de collision pour les impuretés statiques. Pour les impuretés. Donc celle-là, c'est la plus facile. Voilà. Hop là. La règle ne va plus sortir. Donc, on n'aura pas de règle. Alors, donc on va avoir une collision sur un diffuseur fixe. Donc on a un électron qui arrive avec un vecteur d'onde K et qui repart avec un vecteur d'onde K'. Donc l'impureté, on va dire qu'elle va absorber une quantité de mouvement delta P. Okay. Et son énergie, elle varie de delta P sur 2m avec un carré qui va bien. Avec, alors attendez, j'avais noté ça en 2m avec 2 grands M. Excusez-moi. Grand M avec M, la masse de l'impureté.
Z là-dedans, je sais pas ce que ça fait. Bon. Hein? Ah oui, il y a un 2, ouais, c'est vrai, il y a un 2. Ouais. Non, non, mais il y a un 2, il a raison. Il y a un 2, ouais. Pourquoi il n'y a pas le 2? Parce que je l'ai oublié. Alors évidemment, pour M très grand devant M étoile, on va dire que c'est des collisions élastiques. Ce qui en général est vrai, hein, parce que de toute façon l'électron il est tellement léger que il est toujours plus léger que tous les autres trucs qui peuvent traîner. Bien, donc on va écrire simplement la probabilité de transition. La probabilité de transition, c'est tout bêtement la règle d'or de Fermi. Hein. Putain, j'écris vraiment mal en fait. Hein. Non mais c'est vrai. Hein. Donc la règle d'or de Fermi, on va appeler ça W, hein. K, K'. Alors il y a un 2pi sur h bar dans la règle d'or de Fermi. Puis après il y a un terme quadratique, hein, évidemment. Donc il va être K'. VI. Donc VI c'est le potentiel d'interaction. Hein. K. Hop. Donc il y a un carré. Hein. Ça c'est important dans le Fermi. Et puis un delta de epsilon K moins epsilon K'. Donc ça c'est la conservation de l'énergie qu'on vient de mentionner. Donc ça c'est le potentiel d'interaction. L'interaction pour ça je peux plus écrire là, pour l'impureté I, ça c'est simplement la conservation de l'énergie. Ouais. C'est l'énergie K. Quoi donc? C'est l'énergie K. Dans le Dirac, ouais, c'est l'énergie de l'indice K. Bon, l'énergie de l'indice K'. C'est la conservation de l'énergie, tout bêtement. Bon, donc une fois qu'on en est là, j'attends 2 secondes pour que tout le monde ait eu le temps de copier ça. Continuum. C'est raison. Normalement, la règle de Fermi, ça s'applique pour le passage d'un état un état vers un continuum d'état. Oui, mais là on n'a pas un continuum d'état parce qu'en fait on regarde juste d'un état vers un autre. Effectivement, normalement il y a un continuum avec une densité d'état, mais là c'est pas le cas. C'est pas vraiment la règle d'or de Fermi, effectivement. Ouais, je sais bien, avec Thierry Klein, on a toujours un débat là-dessus. Pour lui, il faut qu'il y ait un continuum avec une densité d'état. Bon. Il y tient, lui. Mais pour moi, c'est la règle d'or de Fermi. Alors, effectivement, il y a des gens qui disent qu'il faut qu'il y ait un continuum avec une densité d'état à l'autre bout. Bon, moi, voilà. Si vous voulez, on l'appelle autrement. Mais vous avez raison. Voilà. Dans le principe, vous avez raison. J'ai du mal à voir comment ça peut faire autre chose que des zéros, ça. Avec le delta, en fait. Parce que s'il y a collision, enfin, c'est pas parce qu'on a. Comme
Attends, alors, je vous dis une bêtise ou pas là? Ouais, mais attendez, il y a deux choses, c'est que. Attendez, il y a deux choses, c'est que. Voilà, attendez, il y a deux choses, c'est que vous allez voir, en fait, parce que c'est epsilon de k moins epsilon de k'. Ça veut dire que vous avez le vecteur k et le vecteur k'. C'est-à-dire que epsilon de k est égal à epsilon de k', mais k n'est pas forcément égal à k'. Ça veut dire que vous pouvez très bien tourner sur la sphère de Fermi. D'accord? Ça veut dire qu'effectivement, les énergies sont les mêmes, mais vous n'êtes pas sur le même cas. Vous savez, vous partez au pôle Nord. Donc oui, donc la remarque qu'il a fait, effectivement, faites attention parce que j'ai dit que c'était élastique et il me dit effectivement il y a epsilon k moins epsilon k'. Et effectivement, le premier réflexe, ça serait de se dire, ben, ce truc-là, il est nul. Mais en fait, non, ce truc-là, il n'est pas nul parce que k et k' sont différents. Donc en fait, notre électron, il a le droit de tourner. D'accord? Son module, il ne change pas, mais il a le droit de tourner comme mon. Là, je fais la physique avec les mains. Là. Il a le droit de tourner sur sa sphère de Fermi. D'accord? Ouais. C'est quoi le système pour définir? C'est électron-impulsion avant la c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que j'ai mon ion qui est là, l'électron il arrive, il fait choum. D'accord? Hein? Delta P. Alors le grand delta P, c'est qu'en fait mon truc, il a reculé. Mais alors ce que je dis, c'est qu'il est tellement lourd par rapport à l'autre que lui, il bouge à peine, d'accord? Donc en fait, je considère qu'il ne bouge pas. D'accord? Voilà. Donc on est là. Et alors maintenant, c'est pas tout à fait fini. Parce que il faut maintenant que je trouve la probabilité de transition. Il faut que j'ai des états vides pour le recevoir et des états pleins. Un truc que vous ne captez pas? Non, c'est bon, vous demandez. Hein. Bon, pour obtenir la probabilité de transition, eh ben, il faut un état vide au départ, un état plein au départ, pardon, et puis un état vide à l'arrivée. Donc ça, c'est pas... D'accord, bon ça vous connaissez le truc, hein. C'est tout ça, c'est tout bête, hein. Je dis que K' doit être... Voilà, c'est ça. Et puis la deuxième chose, c'est que pour avoir la variation, du nombre de particules dans R plus dr et K plus dk, bah, il faut compter ce qui rentre moins ce qui sort. Ouais, en fait, la physique, c'est trivial. Alors, si on met tout ça en équation, ça veut dire simplement que le df sur dt collision pour les particules. Alors, bon, alors il y a un terme qui normalise, hein, c'est v sur 2 pi cube. Bon, celui-là, il n'est pas palpitant. 2 pi cube. Alors, j'intègre sur tous les cas, bon, ça, vous en doutez. Alors là, voilà, là où ça devient plus intéressant, donc j'ai le terme qui rentre, c'est celui-là. Donc, il faut que j'ai un truc au départ qui soit occupé, ouais, 1 moins fk. Ah ouais, alors dans les notations, en général, alors je sais pas pourquoi ils notent comme ça, mais c'est toujours comme ça. En fait, ça c'est celui qui part et ça c'est celui qui arrive. D'accord?
Donc je ne sais pas pourquoi il note de droite à gauche tout le temps. D'accord. Donc celui qui part c'est celui de droite et celui qui arrive c'est celui de gauche. Ouais, c'est toujours noté comme ça dans les livres. Donc vous avez besoin d'un FK' qui soit occupé et d'un 1 moins FK qui soit libre. Ça, on part de FK. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Et puis moins WK' K. Et donc FK 1 moins FK'. Et puis on intègre sur DK', puisque c'est ça qui nous intéresse. Puis voilà, là je crois qu'on a à peu près fait le tour du problème pour nos impuretés. Ouais, parce qu'on est sur... on est K, voilà, c'est ce qu'on avait marqué là. Vous pouvez redire c'est lequel qui rentre et c'est lequel qui sort? Bah, ça rentre en K parce que vous voyez ici on a 1 moins FK, donc ça veut dire qu'il faut que ça soit libre en K. Ah oui. D'accord, puis là c'est pareil dans l'autre sens. Voilà. Donc celui-là, voilà. Donc ça c'est le terme de collision sur les impuretés. Alors, évidemment, vous me direz, ce qui est un peu piégeux, c'est que dans ce terme-là, on a tout caché, hein, parce qu'il y a le VI qui est caché. Donc, en fait, toute la difficulté, elle est là-dedans. Alors ça, on y reviendra un peu plus tard, parce que c'est là-dessus qu'il y a pas mal de choses qui sont pas évidentes à calculer. En fait. Alors en fait, ce qui nous simplifie la vie là-dedans, vous allez le voir tout de suite, c'est que vous voyez qu'on a des fonctions de distribution ici, FK' 1 moins FK, puis pareil ici, mais comme on a des impuretés statiques, on n'a que les électrons qui interviennent ici. Ici, c'est que des impuretés, il n'y a pas de souci. Là, on va attaquer la partie phonons, et le problème, c'est que le centre, enfin les diffusions par les phonons aussi, ils ont une fonction de distribution. Donc c'est ce qui va nous rendre les choses beaucoup plus pénibles. D'accord ? Et en particulier, vous allez voir, ce qu'on va voir dans pas très longtemps, c'est que ce truc-là est complètement réversible, simplement parce que il suffit que j'inverse les K' et les K et ça marche dans les deux sens. D'accord ? Avec les phonons, ça ne va pas être tout à fait la même chose parce que si j'ai mis un phonon à un moment, c'est pas évident que je fasse K', il faut que mon phonon aussi revienne dans l'autre sens. Et ça, c'est un peu moins évident. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc c'est le grand D. On va regarder le cas de l'intégrale de collision pour les phonons. D'accord ? De collision pour les phonons. Alors là, c'est un truc qui est un peu plus formel, je dirais, dans la mesure où ce qu'on fait là, c'est qu'on va prendre un cas vraiment, vraiment très simple. On va dire que chaque atome est un oscillateur harmonique. Et puis qui est indépendant des autres atomes. Alors l'énergie de l'oscillateur, on va le noter simplement E nu. Donc en fait, nu c'est l'occupation. Oula. Alors là où on fait un truc qui est vraiment barbare, c'est qu'on prend ici un système, vous voyez, on va prendre une sorte de phonon complètement trivial, c'est-à-dire on prend juste l'oscillateur harmonique, alors qu'en fait dans la réalité, vous savez que déjà, bon, il n'y a pas qu'un atome par maille, il y a plusieurs atomes par maille, il y a plein de modes dans les phonons, enfin bon. Là on fait une description complètement triviale pour essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Donc, excusez-moi.
vous si vous partez au pôle Nord. C'est un poids, c'est quoi comme indice sur l'énergie là? C'est un nu. C'est la probabilité d'avoir un électron sur cette atmosphère. Alors sa probabilité, c'est la probabilité d'occupation nue, parce que vous savez que les phonons peuvent être... en fait, on va prendre un truc de ça, tout bêtement. C'est simplement la fonction de distribution des phonons. C'est exponentiel, moins bêta nu. Oui, les phonons, ils ont une probabilité d'occupation. On va regarder. La probabilité de transition, on va simplement la noter. Oh, donc, j'en étais où? Donc la probabilité de transition. La probabilité de transition. Oui, on va la noter W K', nu prime nu. Donc ça, c'est une probabilité qui va amener l'électron de K vers K' et le phonon de nu vers nu prime. Donc c'est toujours pareil, on va de droite à gauche dans ce bazar. Ok. Et vous avez aussi la conservation d'énergie. Alors ça, c'est un peu moins trivial maintenant parce que le phonon, il peut échanger l'énergie. La conservation de l'énergie nous dit qu'on a un delta de epsilon k. Attends, je vais essayer de l'écrire proprement sinon vous n'allez rien comprendre. Un delta de donc epsilon k' plus E. Bon, on va l'écrire grand E nu prime moins epsilon nu plus E nu. Et c'est super mal écrit, donc je vais vous le réécrire en plus propre. Hein? Juste une petite demande. Est-ce qu'on pourrait juste mettre les indices légèrement plus bas? Plus bas? D'accord, ouais, ok. Légèrement pour qu'on... Je vais essayer de vous l'écrire proprement, ça. Après, donc la conservation de l'énergie. Hop. merci. Donc à la fin, on a l'énergie EK' plus E nu prime. D'accord? Et au départ, on a EK plus E nu. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a à la fin, moins ce qu'on a au début. Donc vous pouvez l'écrire dans l'ordre que vous voulez. Monsieur, Hum? dans votre W, vous mettez les deux probabilités, celle qui est de K vers K, celle de K vers K' et celle de nu vers nu prime. Pourquoi vous n'avez pas deux W différents? Ah non, ce que je veux dire, c'est que parce que dans un processus, Ouais. vous avez les deux qui vont ensemble. C'est-à-dire que c'est pas indépendant les deux. Ah. Ah oui. Parce que le processus, c'est lui va lui et le phonon il fait tac tac tac. C'est pas complètement indépendant puisque c'est voilà. Dedans vous avez la conservation d'énergie, la conservation de quantité de mouvement, etc. Vous pouvez pas faire les deux indépendamment. Alors en fait, ce qu'on va regarder, nous, on va regarder les transitions. On regarde les transitions les plus basiques. Donc on va regarder simplement nu' égale nu plus ou moins 1. C'est-à-dire qu'en fait, on enlève un phonon de l'état nu ou on en rajoute un. C'est tout ce qu'on va regarder. On va pas regarder les transitions, on crée 2 phonons ou 3 phonons, etc. Ouais. Hein? On assume complètement qu'on est un spectre discret pour les phonons, c'est un spectre discret. Ouais, tout à fait. On n'est pas dans le régime d'un spectre continu. On part d'un spectre discret. Et c'est justifié parce qu'on est à suffisamment basse température. Bah, de toute façon, un phonon, on peut toujours assumer que c'est un spectre discret, hein, c'est un spectre d'oscillateur harmonique. Alors si vous êtes à très haute température devant h bar oméga, effectivement, vous allez supposer que c'est pas vrai. Mais en général, ça reste vrai quand même. Bah, d'un point de vue théorique, c'est un spectre discret. Bon, alors, les deux types de collisions. Alors, on va se les taper, alors il faut faire attention. Donc vous avez K
Alors, qu'est-ce qu'on a comme collision? On a K devient K', et puis vous avez nu qui devient nu plus 1, avec la probabilité P nu. Vous avez K devient K', puis vous avez nu plus 1 qui devient nu. Et là, il faut avoir la probabilité nu plus 1 pour avoir les phonons, d'accord, dès le départ. Donc ça, c'est les processus sortants. Il y a un 1, petit 1 au nu qui n'est pas passé, vous avez mis nu plus 1. Voilà. Après les sortants, vous avez K' devient K, et puis pareil, vous avez nu qui devient nu plus 1, avec un P nu, et puis un K' devient K, avec nu plus 1 qui devient nu, et là vous avez un P nu plus 1, et ça c'est les processus entrants. À partir de là, on peut écrire notre bazar, d'accord? Ouais. Le nu? Simplement un indice pour le. Ça indice le. Merde, comment l'énergie des l'énergie, l'état quantique des phonons. Donc les phonons, vous avez. Le phonon, c'est. Si vous regardez l'énergie phonon, c'est h bar oméga facteur de nu plus 1. D'accord? C'est l'énergie des phonons. Quand vous avez un oscillateur harmonique, n, c'est l'état propre du phonon d'oscillateur harmonique, n plus 1, etc. Donc, si maintenant on écrit ça, donc bon, bah, c'est pas compliqué, hein, c'est juste un petit peu à écrire, c'est long, c'est tout. Vous écrivez que df sur dt collision, c'est égal, alors vous repartez avec v sur 2pi au cube. Je sais pas si je vais avoir assez de place pour l'écrire, par contre. C'est ça qui m'embête. Alors, vous avez une somme sur dk'. Et par contre, là, ce qui va apparaître, c'est que vous êtes obligé de sommer sur tous vos modes de phonons. D'accord? Puisque vous avez nu, nu plus 1, vous pouvez transiter entre nu, nu plus 1, mais sur tous les nus que vous avez. D'accord? Donc vous avez une somme sur les nus qui va apparaître là. Et puis alors, vous avez ici un terme. Le premier terme, donc c'est les termes rentrants. Donc vous avez un terme W, K, K', d'accord? Puis le premier terme, ça va être un nu plus 1, nu. Et puis vous avez ici P, nu. Et puis vous avez ici un F, K', 1 moins FK. D'accord? Donc ça, c'est le premier terme. Ça correspond à ce terme-là. OK. Plus le terme W, K, K'. Par contre, ici, vous avez un P. Vous avez marqué nu plus nu. Nu plus 1. Ah ouais, c'est nu plus 1. Nu plus 1. Bah, d'ailleurs, ça doit pas suivre P nu plus 1, ça? Ah non, non, j'ai raison. Nu plus 1, nu. C'est ça? Oui. Ça, j'avais presque bon pourtant. De gauche à droite. Nu, nu plus 1. Ça fait nu plus 1, nu. Bien ça. Ça se lit droite à gauche. Ça se lit droite à gauche, qui fait que si vous allez de nu à nu plus 1, vous écrivez nu, nu plus 1, et puis K' à K, vous écrivez K', K. D'accord? C'est indicé dans l'autre sens. Plus W, K, K'. Puis jusqu'ici, vous allez aller de nu plus 1 à nu. Donc vous avez ici un terme nu plus 1. D'accord? Vous avez un P nu plus 1. Et puis jusqu'ici, pareil, vous avez un F K'. K', 1 moins FK. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme-là? C'est bon? Juste pour éclaircir, en fait, pourquoi vous avez mis les accolades sortants et entrants sur. Parce que, alors, ça représente les deux termes qui font passer de K à K'. Donc ça, c'est les termes qui vont sortir. Parce que je cherche les termes qui vont rentrer dans K. D'accord? Qui vont ramener des électrons dans l'intervalle K, K plus dk. Ok. D'accord? Donc tous ces termes-là, ils vont faire rentrer des termes dans K, K plus dk. Et ces termes-là, ils vont me les faire sortir.
Ah non, parce que ceux-là, c'est ceux qui vont rajouter un phonon, nu, nu plus 1, et ceux-là, c'est des termes qui vont faire sortir un phonon. Ils vont descendre d'un les phonons. Je veux dire que vos deviner, elles sont exactement pareilles. Celle-là et celle-là? Ouais, voilà. À partir du moment où tu fais que des nus, on oublie le cas. Non, j'ai nu, nu plus 1 et nu plus 1, nu. Bien sûr, ces deux-là sont les mêmes. Oui, sauf que j'ai K, K', K, K'. Alors, vous avez deux types de processus. Vous avez les processus qui transmettent l'électron de K à K' et qui font passer, qui augmentent d'un nombre les phonons, et ceux qui diminuent d'un le nombre de phonons. Là, vous avez les états qui passent de K' à K, mais qui, pareil, qui vont ici augmenter le nombre de phonons de 1, et là, ils vont baisser le nombre de phonons de 1. Ok, et on a labellisé les processus, les probabilités de ces processus avec deux fois la même. Pour que j'ai ce processus-là, il faut au départ, leur pondération, c'est le nombre de phonons que j'ai dans l'état nu, puisque je pars de nu. Ok. D'accord? Et pareil, je pondère ici comme ça. Donc là, je fais la somme des processus qui vont rentrer un électron dans K. Donc je vais W K', ça c'est le noyau de l'interaction, d'accord? Et je vais ici de nu à nu plus 1. Donc c'est ça ici, d'accord? Donc j'ai un W K', nu plus 1. Ok? K', nu plus 1. Ici, il faut que je le pondère par un poids P nu, ici, d'accord? Après, il faut que j'ai un électron disponible au départ de l'action, j'ai un FK'. Puis ici, il faut que j'ai un état vide à la fin, donc j'ai 1 moins FK. Ok? Puis après, j'ai le même pour la ligne en dessous. D'accord? J'ai un W K', mais ce coup-ci, je vais de nu plus 1 à nu. Donc là, vous avez écrit que les processus sortants. Ou entrant. Entrant, pardon. D'accord? Et là, je vais écrire les processus sortants. C'est ces deux-là. D'accord? Et là, maintenant, je soustrais les processus sortants. D'accord? Les processus sortants, je fais le même jeu. Simplement, ça va être des termes en W K'. D'accord? Et j'ai à nouveau les processus qui vont être en... Alors, on va les mettre ensemble, si vous voulez, pour que ça se ressemble bien. Donc, j'ai les processus en nu plus 1 nu, qui, cette fois-ci, sont... Pourquoi il ne veut pas écrire? Sont en P nu. D'accord? Ça, c'est la deuxième ligne. Mais cette fois-ci, j'ai un FK 1 moins FK'. Alors là, évidemment, mes indices sont super mal faits, ça je suis d'accord avec vous. J'essaye de penser à ce que vous me dites. Et puis j'ai les autres ici, qui sont un plus WK'. Non. Non, les sortants, c'est pas comme ça, je me suis planté là. C'est KK' les sortants. Non, vous avez mis que K' avant déjà. Ah, c'est K', non, j'avais dit. C'est bien K'. C'est bien K'. Ça sort de K et ça rentre. K', et puis ce coup-ci, donc là, la première ligne, c'était nu plus 1, nu. Et là, c'est donc nu, nu plus 1. On est d'accord? Nu plus 1, P nu plus 1. Et puis, j'ai encore à ce moment-là, FK 1 moins FK'. Voilà. Bon, évidemment, vous allez avoir du mal à reconstituer ça, mais il n'y a rien de difficile, d'accord? La somme sur nu, elle est sur l'ensemble des crochets. Elle est sur l'ensemble des crochets. Alors, la somme sur nu, elle revient du fait que vous sommez sur tous les états de phonon. L'idée, c'est est-ce que vous avez compris le jeu? Parce que si vous avez compris le jeu, vous la réécrirez chez vous sans problème. Elle paraît compliquée, mais elle n'est pas compliquée. Bon, s'il y en a qui n'arrivent pas à la reconstituer, vous m'envoyez un mail, je vous envoie comment aller. Mais je pense qu'il y en a qui ont compris le jeu, donc à partir de là, c'est pas compliqué. Allez, je vous ai pas entendu. Est-ce que les collisions auraient pu partir tout le temps de nu et aller vers nu plus 1 ou nu moins 1? Ou le fait que je choisisse le nu et nu plus 1, il y a quelque chose qui va... Enfin, je sais pas. J'ai pu répéter la question, je peux suivre. En fait, vous partez de nu, vous allez à nu plus 1, vous allez à nu plus 1 pour aller sur nu. Mais est-ce que ça aurait été possible de toujours partir de nu et aller du coup, ou bien un nu plus 1 ou bien un nu moins 1? Ah ouais, ça c'est un décalage arbitraire. Voilà, j'aurais eu... Ouais, non, c'est pas un problème, ça c'est complètement arbitraire. Ça, on rajoute ou on enlève, c'est pareil.
du coup, on aurait que des tenues dans ce cas-là. Ouais, non, vous aurez des P meson, c'est pareil. C'est pareil, l'essentiel c'est qu'on rajoute ou qu'on enlève un phonon, c'est ça le truc. De toute façon, après on ressomme sur nul, donc on s'en fiche. Oui, enfin, Alors, bon, de toute façon, ça, on va le réécrire un petit peu différemment en introduisant d'autres choses. Donc, je passe à la page d'après. Donc, en fait, on va l'écrire de façon plus compacte de la façon suivante. On va écrire que df sur dt, collision, est égal à v sur 2pi cube, fois l'intégrale sur dk, prime, la somme sur nu. Ah putain, j'arrive pas. Il faut que j'apprenne à écrire quand même. Alors, et ici, on va mettre simplement un grand truc, c'est un grand lambda, ça je crois, c'est ça, non? L'exposé du grec. Fk' 1 moins Fk, moins lambda K', non, non, parce qu'on la garde, la somme sur nu, parce qu'elle est, elle est cachée dans ce machin, il y a une somme sur nu qui est cachée. Si. Ouais, il faudrait réindicer lambda et nu. Alors, évidemment, lambda K', c'est quand même W K', nu plus 1, nu, P nu, plus W K', nu plus 1, P nu plus 1. Et voilà. Alors, il y a une remarque quand même à faire. Il ne faut pas oublier, ne pas oublier qu'il y a un terme qui traîne quand même, que les lambdas, ils contiennent des deltas au départ. Ça, on a tendance à l'oublier, mais ils contiennent quand même un terme, moins epsilon K', moins epsilon K, moins E nu prime moins E nu. Alors ça, on a tendance à l'oublier, mais en fait, ce terme-là, il vient de tout au départ, d'accord? Parce qu'il vient du W. Le W au départ, c'est une règle de Fermi dans lequel il y avait le delta. Et ce delta-là, il est caché là-dedans. Okay, donc, mais c'est que ça reste des processus élastiques, hein, donc il ne faut pas oublier que ça sélectionne. Et alors, la deuxième chose, c'est que si on a des processus indépendants, où ça? On considère que l'énergie de départ c'est EK' E nu, alors que l'énergie de départ c'est EK' plus E nu prime. Ça revient au même, ça. Ça, c'est les différences d'énergie que je regarde. Donc si on considère des processus complètement indépendants, ben, finalement on somme les intégrales de collision. Indépendant, on somme les intégrales de collision. Alors ça veut dire en particulier, si vous avez plein de modes de phonons, on peut les sommer tranquillement. C'est-à-dire si les phonons ne sont pas couplés, en gros. Ce que vous voulez dire, c'est on peut inverser l'intégrale et la somme? Non. Sur des processus de phonons, c'est-à-dire sur différents modes de phonons. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez plusieurs canaux de collision, la probabilité est la somme des probabilités, quoi. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs modes de phonons, vous pouvez sommer l'intégrale de collision sur chacun des phonons. C'est tout bête, hein, ce que je dis.
Alors je dis ça en particulier dans les trucs où il y a des modes optiques, des modes machin, des modes tout le bazar, tout ça on peut le sommer tranquillement, sauf s'il y a des modes coupés, des fois il y a des trucs un peu merdiques dans les fourrons, là je connais pas grand chose, mais en fait ça c'est vachement important pour les gens qui font des SMICON, parce que vous savez la résistance dans les SMICON c'est un truc vachement important pour les gens qui font des applications, et il y a encore des gens qui font ça, hein, qui les calculent numériquement quand on a des cristaux dans tous les sens, c'est assez complexe ça. Alors, on va regarder un truc, maintenant qu'on a posé tout ça. On va regarder ce qu'on peut appeler... On va essayer de regarder un peu les symétries de ce truc-là. D'accord? Ce qu'on appelle le bilan détaillé. Donc, une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on va voir qu'on a des symétries qui vont peut-être nous permettre de simplifier un peu les choses. Ouais. Juste comme ça, à quoi ça ressemblerait l'intégrale de collision d'après les opérations électroniques? Ah ben non, mais ça justement c'est très merdique, parce que ça on peut pas l'avoir de toute façon... parce que vous n'avez pas de... Vous pouvez pas dire que tu as une intégrale de collision, justement. Ça n'a pas de sens. Parce que vous pouvez pas considérer les intégrales de collision entre quasi-particules. Parce qu'elles sont déjà... L'intégrale de Coulomb, d'accord, elle est déjà prise en compte dans la définition des quasi-particules. Donc les quasi-particules, par construction, c'est des choses qui n'interagissent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la question, si vous voulez, c'est pas une question... Ou alors vous considérez à ce moment-là deux électrons. Ça a un sens de regarder la collision de deux électrons, mais pas de deux quasi-particules. Donc le bilan détaillé de ce truc. Donc, à l'équilibre, la distribution F, c'est égal à F0. Ça, jusque-là, je n'ai pas inventé grand-chose. Et les collisions ramènent à F0. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, c'est pas très compliqué. Ça veut dire qu'on sait que la dérivée par rapport au temps de F0 due aux collisions, c'est égal à 0. Ça, c'est évident. Bon, on va injecter ça dans notre équation. Et on va regarder ce que ça donne. Alors, si on regarde ce que donne ce bazar, je peux y aller. Là, c'est le problème... Ah oui, excusez-moi. Ah ouais, excusez-moi. Je le... oui. Excusez-moi. Vous avez d de F0 sur dt. Donc, collision, c'est égal à 0. Et ça, on a vu que c'était égal à W K prime F0 d'epsilon K prime, vecteur de 1 moins F0 de epsilon K. Moins W K prime K de F0 0 de epsilon K 1 moins F0 d'epsilon K prime. Ok. Donc, comme on a une conservation de l'énergie, on en déduit immédiatement que F0
de epsilon k', facteur de 1 moins f0 de epsilon k. Ça, c'est égal à f0 d'epsilon k, facteur de 1 moins f0 de epsilon k'. D'accord? Ça, c'est évident. Et on en déduit immédiatement que wk' est égal à wk'. Monsieur, pourquoi ici on prend que des. Pourquoi il n'y a qu'un seul terme en fait? Où ça, il y a un seul terme? On en a trouvé trop des termes dans une intégrale, tout ça. Pourquoi là il y a. Parce que là, on est revenu au cas sans phonon. Ah, c'est pas les phonons, ça. J'ai oublié de le marquer, vous avez tout à fait raison. Je le marque là. Excusez-moi, c'est... Donc là, on revient dans le cas des impuretés et on refait un bilan détaillé. Voilà. On l'a pas fait avant. Parce que là, on va le faire pour les deux. Donc, on a que dans le cas des électrons statiques, des impuretés statiques, on a wk' qui est égal à wk'. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on appelle la micro-réversibilité. Ça veut dire qu'en fait, vous voyez qu'ici, les deux processus de k' et de k' sont strictement équivalents. D'accord. Alors ça, en fait, c'est logique, hein, parce que ça fait, si vous regardez bien, ça vient de la règle d'or de Fermi. Parce que si vous regardez bien la règle d'or de Fermi, en fait, ce qu'elle a, c'est qu'elle c'est un module au carré, la règle d'or de Fermi. Donc la règle d'or de Fermi, c'est un module au carré, donc vous avez k vers k' ou k' vers k, c'est strictement la même chose. D'accord. Donc en fait, vous avez une symétrie de k vers k'. D'accord. Donc, si vous réécrivez un petit peu tout ça, donc ça vous permet de réécrire df sur dt collision il vous reste un v sur dpi au cube facteur d'une intégrale sur les k' fois, alors on va factoriser le wk' du coup, il va nous rester uniquement un f de epsilon k', facteur de 1 moins f de epsilon k, et puis il y a un moins f de epsilon k, 1 moins f de epsilon k'. Monsieur. Ouais. Ici, tout à l'heure, dans le cas des impuretés, du coup, on avait une intégrale sur les k'. Et là, on a encore des k'. Alors k' intégrale. Eh bien, bah si, il y a une intégrale là. Là, pardon. Là? Non, parce que là, il n'y a plus d'intégrale ici. Pourquoi j'ai plus l'intégrale ici? Non, ça c'est juste l'intégrant, parce que ici, c'est quelque chose qui est nul. Donc j'avais enlevé tout le reste. Regardez, ça c'est juste l'intégrant qui est là. D'accord, ouais, ok. Enfin, on va quand même marquer la quantité intégrale qu'on avait d'un côté est égale à l'intégrante, c'est bizarre. Ah, ce qui vous vient, c'est que j'ai perdu l'intégrale sur les k'. Ouais. Oui, mais c'est vrai sur tous les k', donc c'est pas quelque chose qui pose problème, ça si. C'est vrai pour tous les k'. Bah, dans le sens où df sur dt, on n'a plus l'intégrale, c'est ça qui gêne. Là, ce qui vient, c'est l'intégrale qu'il y avait là, c'est ça? Ouais. Et me dire que la partie droite est nulle, ok, mais pas égale à df sur dt collision du coup. Ça? Ouais. Attendez, si c'est... Ah, donc j'en étais où moi? Donc j'en étais... Ah oui, j'en étais à ce truc-là. J'en étais où au fait? Moi, il manque une page là.
Donc j'en étais à mon df sur dt. Donc que j'écrivais sous la forme v sur 2pi cube. Donc je reprends juste cette écriture là. Intégrale sur dk'. Donc j'ai un k', w k', k. Et donc je reprends juste cette écriture là. 1 moins f de epsilon k moins f de epsilon k 1 moins f de epsilon k'. Et alors là, ce qu'il faut voir, c'est quand vous avez une conservation de l'énergie, d'accord? Donc quand vous avez une conservation de l'énergie, vous pouvez écrire simplement que df sur dt collision, ça vous donne un terme très simple qui est v sur 2pi cube. Donc vous regarderez, quand vous avez une conservation de l'énergie, vous avez des tas de termes qui se simplifient ici. D'accord? Et vous arrivez à v sur 2pi cube, intégrale sur dk' de wk', et vous obtenez simplement f de epsilon k' moins f de epsilon k. Alors ça, c'est parce que simplement, vous voyez, ces fonctions-là, elles dépendent que de l'énergie. Donc si vous regardez, quand vous développez, vous avez un f d'epsilon k', f d'epsilon k. Vous avez ici un f d'epsilon k, f d'epsilon k', d'accord, qui vont simplifier. Il vous reste simplement les f d'epsilon k' qui sont tout seuls, moins f d'epsilon k qui est là. Et vous obtenez ici cette relation. Ça marche. Ah non, ça fait pas 0. Non, non, ça fait pas 0, il vous reste ce terme-là, moins ce terme-là. Ouais, quand même. mais bon, si on dit que. Du coup, c'est. Enfin, du coup, on a appliqué pour un f, mais pas pour l'autre. Attendez. Non, parce que. Ah non, oui, non, ça va pas du tout. Ah, vous avez raison. Ah, non, non. Oui, non, sinon ça va pas. Ouais. Sinon ça fait 0. Vous avez raison. Du coup, si je peux, dans le W, on a toujours la condition de delta epsilon k, epsilon, enfin epsilon ek, enfin epsilon k moins. Oui, c'est vrai, vous avez raison, il y a un truc qui va pas là. Donc ça va un peu. Ouais, ça va un peu dans le bon sens. Ça. Un peu emmerdé là. Ouais. Ouais, mais du coup, il n'y a plus rien qui va. C'est les groupes. C'est pas bon. C'est vrai qu'il y a un truc qui merde là. Avec les choses, c'est discret. Mais ici, parce que. Ah non, mais si, parce qu'en fait, oui, je sais pourquoi. Bah si, non, mais c'est vrai, c'est comme ça, parce que vous faites une intégrale sur epsilon k', et epsilon k est fixé. Vous faites une intégrale sur epsilon k', et epsilon k est fixé. Ouais, mais. Parce que epsilon k', il faut Ouais, mais pas. il y a quand même le delta dans le W. Oui, mais f, faut pas forcément 0 ou 1. Oui. F, c'est une fonction de distribution, donc elle vaut n'importe quoi à température finie. Mais le delta il fixe quand même. Enfin, le delta il fixe quand même l'intégrale. Même si on dit que k va varier, le delta il dit que bah, le seul moment où ça va pas être. Où ça va pas être nul, c'est quand ek' égale ek. Non? Enfin, on est d'accord que dans le W il y a toujours le delta. Ah oui, il y a toujours le delta dans le W. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, le f il est pris aux mêmes valeurs. Du coup, ça. Là, c'est vrai que le f est pris aux mêmes valeurs, il y a un truc qui va Donc, si on merder. intègre, c'est juste. Bah, justement, si on intègre, bah, le delta ça.
Non, c'est pas comme ça que c'est. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter là, parce que là, vous me soulevez une question qui est emmerdante, et je vais le régler. Je vous envoie un courrier pour vous dire comment ça va pas. Parce que là, j'avais jamais remarqué ce truc-là.